Nous allons évoquer trois sujets avec notre invité ce jour. On parlera de la Centrafrique où des chefs rebelles ont été nommés conseillers militaires. Nous irons en République démocratique du Congo, le chef de la commission électorale sanctionné par Washington. Et puis, on parlera des USA, la présumée innocence de Donald Trump dans l'affaire de l'ingérence russe. Trump se dit satisfait du rapport Mueller. On évoque ces sujets avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel. Oui. On commence avec la Centrafrique. Trois importants chefs rebelles de la Centrafrique ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature selon un décret présidentiel rendu public ce lundi. Ces nouveaux conseillers sont Ali Darassa, chef de l'unité pour la paix en Centrafrique, Mahamat Al-Khatim, chef du mouvement patriotique pour la Centrafrique, et Bi Sidi Suleiman, alias Sidiki, chef du groupe armé 3R. Ils sont chargés auprès du Premier ministre Firmin Grebada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum signé le 6 février dernier à Bangui. Maître Sosa, finalement, cet accord de paix permet à ces chefs rebelles de se tailler une part dans le butin. Désespérante Centrafrique. Désespérante parce que, voyez-vous, Paul Valéry disait, lorsque l'État est fort, lorsque le pouvoir est fort, il nous écrase, lorsqu'il est faible, nous périssons. Et malheureusement, la Centrafrique est en train de périr. Les Centrafricains ne savent plus du tout à quel pouvoir se vouer. Ouais. Parce que la mission première du pouvoir, c'est de protéger d'abord. Et il existe... en lui-même, avec beaucoup de prérogatives, avec des attributions précises, et il a besoin d'exercer sa puissance régalienne. La Centrafrique, malheureusement, n'a pas ces attributs-là. Ouais. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui réduit à se partager le butin de guerre. Vous voyez, et ça donne un très mauvais signe, parce qu'en réalité, ça voudra dire, si vous voulez accéder au pouvoir, prenez des armes, et à un moment donné, on va vous donner des strapontins, des postes, pour vous récompenser de les avoir déposés. C'est désespérant, parce que je ne comprends même pas pourquoi on en est réduit aujourd'hui à distribuer, c'est ça, un butin de guerre. Oui. C'est ça, on a fait un casse, et on va se distribuer, toi... prends tel lopin, toi ceci, toi cela. C'est vraiment le degré zéro de l'État, de l'état de droit et de l'avènement démocratique. C'est une paix au rabais. Mais parce que ça peut basculer à tout moment. Il suffit que ces gens-là ne soient pas contents de quelque chose d'autre qu'ils vont poser comme revendication qui ne sera pas satisfaite immédiatement, pour que vous voyez, on menace de retourner encore dans le maquis, et dans le maquis, on fait quoi? On va tuer, trucider des Centrafricains. Et le pouvoir fait quoi? Il constate dans toute son impuissance qu'il ne peut rien faire contre eux. Et finalement, pour se les concilier, on les nomme à des postes de responsabilité. Quelles compétences ils ont? Mais parce qu'ils ont tenu des armes, ils ont tenu des Centrafricains en joue, alors ça les autorise à devenir des membres de l'exécutif, à occuper des postes de responsabilité de ce niveau-là à la primature. Mais le prix de la paix? Mais le prix de la paix, c'est pas ça. Qui veut la paix prépare la guerre. On le dit pas en vain. On est quand même en face d'un État qui ne contrôle que 20% du territoire et d'une armée centrafricaine qui n'existe pas. En les nommant conseillers, vous êtes sûr qu'ils vont jouer le jeu complètement? Ils vont pas jouer leur propre jeu finalement, parce que après tout, c'est un jeu de pouvoir. C'est qui aura la plus grande maîtrise de la plus grande partie du territoire, parce qu'il y a des enjeux colossaux économiques naturellement, miniers aussi, et on veut protéger, on veut contrôler des parts du territoire où se trouvent justement des mines d'or et de diamants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est l'Union africaine qui a poussé le pays à ce genre de compromis ou de compromission, hein, c'est selon. C'est fait pour me consoler de ma désespérance de l'Union africaine aussi? Non, mais franchement, non. Non, c'est pas parce que c'est l'Union africaine qui a adoubé ce processus qu'il faut applaudir. Elle fait des erreurs aussi. Et celle-là est une grosse bavure. Parce qu'en Centrafrique, quand on a élu Touadéra,
Ce qu'il aurait fallu faire, c'est lui donner toute la force nécessaire pour pouvoir contrôler le territoire et exercer le pouvoir régalien d'État. Et on ne lui a pas donné ce pouvoir, et maintenant on le condamne à aller négocier avec des troufions, finalement, hein, ou finalement des brigands, des bandits de grand chemin, des coupeurs de route. C'est aussi ça qu'on n'a pas véritablement compris. On a l'impression que ceux qui veulent aider aujourd'hui la Centrafrique à sortir de solutions n'envisagent pas trop la reconstruction de l'armée centrafricaine pour que le pouvoir puisse s'assumer totalement. Ils n'envisagent pas tout court la reconstruction de l'État centrafricain, même pas l'armée. La justice centrafricaine, elle est dans le même état, elle est en lambeaux. Vous voyez, l'administration est une loque. Bon, on parle de l'armée, c'est un ramassis de godillots et de va-nu-pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec ça, on exerce quel pouvoir d'État? C'est l'impuissance d'État, l'impuissance publique qu'on est en train d'entretenir avec ces accords à la petite semaine. C'est vraiment désespérant. Mais apparemment, entre pouvoir et groupe armé, on semble un peu s'accommoder de cette nouvelle trouvaille, en tout cas depuis la semaine dernière. Oui, mais Touadéra est réduit à chaque fois négocier le fusil sur la tempe. Parce qu'eux ont le fusil. Et il n'a pas, lui, le pouvoir non plus. Il est président, mais il n'a pas le pouvoir. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à chaque fois, on fait ces marchés de dupes en disant ministre ou conseiller ministériel, conseiller militaire à la primature. Mais franchement, un criminel est un criminel. Au nom de la paix, on ne va pas donner des postes de responsabilité à des criminels. Non, leur place est en prison. On doit d'abord les juger. Maintenant, qui a le pouvoir de les arrêter, de les juger et d'exercer la justice? C'est de ça que je parle. Non, il n'y a pas d'État. C'est pour ça qu'on est réduit à faire ce genre d'arrangement. C'est malheureux pour la Centrafrique. Ça peut quand même aider à stabiliser le pays et à conduire petit à petit vers la construction d'un État, et après la justice pourra suivre. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait croire à chaque fois. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Chacun fait son petit business dans les endroits qu'il contrôle. Voyez, et on ne permet pas à l'État d'exercer la totalité de ses prérogatives. C'est ça ce qui me désole. C'est ça ce qui me désole. Donc, à chaque fois en Afrique, c'est ça. On en revient à ça. Il y a des gens qui sont des criminels. On discute avec eux parce que, bon, il faut la paix à tout prix, la paix. Mais attendez, c'est un vain mot si elle n'est accompagnée d'aucune force. C'est un vain mot. Donc, vous pensez qu'il faut plutôt aider la Centrafrique à se reconstruire d'abord? Absolument. À remettre son armée sur pied, sa justice? Oui. Son armée, sa justice, sa police. Et ensuite, on fait face aux brigands en tout genre qui sont en train de supplicier les populations centrafricaines civiles. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Et là, ça veut dire finalement, c'est tout le monde qui a fauté, l'Union africaine en première. Je ne suis pas capable de lui décerner quelque satisfecit que ce soit. Bon, elle n'a pas besoin des miennes, mais quand même, j'ai le droit de dire que là, pour le coup, l'Union africaine a fauté parce que c'est une... ça n'a pas de sens. Quand vous réfléchissez bien à la portée de la chose, ça n'a pas de sens. Mais quand on est en face quand même du 8e accord de paix et que les 7 précédents n'ont pas marché... Vous le dites vous-même. Le 8e, avec quelle recette pense-t-on qu'elle va mieux marcher? Avec quelle recette? Quelle est la nouveauté? Quelle est la trouvaille spéciale qui fait que, ici, sui generis, on a trouvé les instruments nécessaires pour asseoir une paix définitive? Dites-moi, la 8e fois, ça marche toujours? Non, non, mais franchement, je n'ai aucun égard pour ces arrangements minables et miteux. Nous allons continuer avec le second sujet, c'est la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont annoncé des sanctions supplémentaires à l'encontre du président de la commission électorale Corneille Nangaa et 2 de ses proches accusés de détournement de fonds et d'avoir sapé le processus démocratique en RDC.
Le gel de leurs avoirs aux États-Unis a été annoncé par un communiqué du département du Trésor américain, réquisitoire relayé vendredi par l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, sur son compte Twitter. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, son vice-président Norbert Basangezi et le fils de celui-ci, Marcelin Basangezi, sont accusés de détournement de fonds et d'enrichissement personnel. Est-ce que les États-Unis n'essayent pas de faire payer à Nangaa le culot d'avoir déjoué leur plan? Je ne sais pas quel était leur plan. mais dans tous les cas, j'ai apprécié la morgue de Corneille Nangaa qui a dit « je n'ai pas de commentaire à faire ». Il est possible qu'il n'ait aucune envie d'aller aux États-Unis, qu'il n'y trouve pas de villégiature suffisamment attractive. Quand on est congolais, on a suffisamment d'endroits à visiter. Je pense que le pays est suffisamment grand pour lui offrir tous les refuges nécessaires, mais il n'est pas dit qu'il n'a rien à se reprocher non plus, et que ce dont on l'accuse n'est pas de fondement. Vous voyez, et là au moins j'apprécie que les États-Unis affichent clairement les couleurs, en disant de quel côté penche le cœur politique des États-Unis, parce que là, on n'est pas dans le jeu diplomatique habituel, où c'est la langue de bois qui prime, et où on fait semblant d'avoir accepté l'inacceptable. Les États-Unis sont en train de dire, oui, ce qui s'est passé, nous ne l'approuvons pas, et nous continuons de vous dire que par tout moyen, nous allons traquer ceux qui, à nos yeux, ne paraissent pas dignes de notre amitié. Ils le font clairement. C'est parfois un peu trop sélectif. Mais je dis, nous prêtons le flanc à ce genre de choses, et les responsables politiques africains doivent eux-mêmes faire leur hygiène pour qu'on ne leur reproche plus d'avoir les mains sales et merdeuses. Voilà. Mais est-ce que Corneille Nangaa et ses deux proches qui sont aujourd'hui sanctionnés par les États-Unis, c'est pas un peu le plus faible maillon de la chaîne? Si les États-Unis n'étaient pas satisfaits du processus démocratique, on pouvait sanctionner un Joseph Kabila, par exemple. Joseph Kabila n'est pas persona grata aux États-Unis. D'après les rapports houleux qu'il a eus, quand le représentant, l'envoyé spécial du gouvernement américain en Afrique a fait ses déclarations, il n'a pas décerné de satisfaction du tout à Joseph Kabila. Donc, non, il faut bien commencer quelque part. Mais il y a beaucoup de grosses huiles congolaises qui ont été déjà dans le collimateur des États-Unis, qui ont dit qu'ils les interdisaient d'accès aux États-Unis, qu'ils ne leur donneront jamais de visa. Il y en a beaucoup d'autres avant. Donc Corneille Nangaa se trouve aujourd'hui dans la NAS, lui aussi, mais il y en avait d'autres avant, beaucoup plus gros. Ceux-ci sont quand même accusés, par exemple, le département du Trésor américain écrit « Sous le leadership de Nangaa, les responsables de la CENI ont gonflé de 100 millions de dollars le coût du contrat des machines. Ces machines, donc, on le sait, ont été achetées à une société sud-coréenne. » C'est un peu comme une guerre commerciale aussi, parce que on aurait pu préférer des machines américaines, on a préféré des machines sud-coréennes, et puis on va fouiller dans le contrat pour voir si tout a été très rose. Si ça a été gonflé, que ce soit américain ou pas, ça reste quand même un délit. Oui, mais de quoi se mêle le département américain? Ça concerne d'abord la RDC. Mais le département américain dit, d'accord, ok, nous, on ne veut pas de gens comme ça chez nous. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont gelé les avoirs aussi. S'ils ont des avoirs, ils les ont gelés, oui. Après tout. Mais ils considèrent que c'est de l'enrichissement illicite et que la source de cet enrichissement doit être clarifiée pour qu'ils libèrent les avoirs. Après tout, moi j'aime bien quand l'État est capable de décider et d'agir. Mais en l'espèce, ils n'ont commis aucun crime, aucun délit qui touche directement les États-Unis. Mais si ils ont de l'argent aux États-Unis, l'argent, le fait que ce soit des devises qui se trouvent sur le sol américain donne le droit à la justice américaine de procéder à ce gel.
Donc, oui, à chaque fois, ils se sont eux-mêmes placés sous le régime de la loi américaine. Il est bon que la loi s'applique. Ça risque quand même davantage d'envenimer les relations déjà assez tendues entre la RDC et les États-Unis. Mais qui est le plus perdant? Les États-Unis, vous êtes sûr, ou la RDC? C'est toujours à cette aune-là qu'il faut regarder le jeu diplomatique. Parce que quel est l'intérêt d'une relation diplomatique? C'est de tirer des dividendes, n'est-ce pas? Oui. Bon, et éventuellement, s'il y a réciprocité, c'est encore mieux. Mais là, ici, bon, les États-Unis sont en train de dire clairement, non, on veut bien travailler avec la RDC, mais pas avec des voyous. Oui. Je trouve ça tout à fait louable. Dans la réaction de Corneille Nangaa, il a dit qu'il ne se reproche absolument rien et que d'ailleurs il est fier d'avoir joué sa modeste partition à la transmission pacifique et une première en RDC du pouvoir. On est toujours à ça, oui, parce que c'est pacifique, alors bon, on peut tout accepter. Oui, bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est toujours la paix au rabais, voyez. Le troisième sujet que nous évoquons concerne toujours les États-Unis, l'affaire de présumée ingérence russe dans la campagne de Donald Trump. Le président américain s'est dit dimanche totalement disculpé après la publication par le ministre de la Justice des conclusions du procureur spécial Robert Mueller sur l'enquête russe qu'il a jugé honteux d'avoir eu à subir. Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation complète et totale. Gardons sa grandeur à l'Amérique, a tweeté Donald Trump, resté silencieux jusqu'ici pendant la majeure partie du week-end. Il a qualifié l'enquête russe d'entreprise de démolition illégale qui a échoué. On a un Donald Trump assez jubilatif là. Oui, avec toute sa gouaille. Bon, mais vous voyez, là encore, il l'a échappé belle. Parce que, très honnêtement, personne n'a encore lu la totalité du rapport de M. Mueller. Et M. Trump en fait une interprétation, à mon avis, trop favorable à lui-même, parce que, bon, on n'a pas de preuves réelles qui le lie directement à ses activités de collusion. C'est tout. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais d'autres personnes dans son entourage sont déjà en train de payer pour les mêmes faits pour la collusion. Son avocat personnel et Paul Manafort, qui n'était rien moins que son directeur de campagne. Donc bon, son triomphe est quand même assez insultant pour la justice américaine. Mais bon, s'agissant de M. Trump, de toutes les façons, on n'a plus lieu de s'étonner. Hein. Mais quand on regarde aussi ce qu'il a dû subir dans cette affaire, il a un peu raison de... Il a subi quoi? Dites-moi. Monsieur Trump a subi quoi? Il y a eu d'abord les accusations, parce que c'était un président nouvellement élu qui a commencé par faire face à ces accusations. Ensuite, les médias qui ne l'ont pas du tout lâché et les démocrates qui ne lui ont pas laissé mener vie facile. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Un certain Barack Obama qui a précédé Donald Trump. Aussitôt qu'il a été élu, il fallait voir, c'était des tombereaux de purins qui tombaient sur la Maison-Blanche tous les matins. Il n'est pas suffisamment américain, il ne serait pas né aux États-Unis, et c'est Trump qui menait également cette campagne-là, cette vilaine campagne. Bon, alors, Monsieur Obama s'en est sorti, finalement, avec beaucoup de dignité et grandeur, parce qu'il n'y avait rien de ce qu'on disait qui était vrai. On fait la même chose à Monsieur Trump et on dit que c'est une entreprise de démolition, mais ça a toujours été comme ça, le jeu politique américain. Il n'y a rien de particulièrement nouveau dans cette affaire. Sauf que ici, il y a des faits. Et ces faits-là ont un contenu pour lequel des gens ont été poursuivis et sont en train d'être condamnés par la justice américaine. Et des gens qui lui sont très proches. Si on n'a pas trouvé de preuves directes le rattachant des faits à sa personne, c'est pour ça que je dis il est sauvé par les apparences ou par le gant, mais des gens qui sont ses collaborateurs sont reconnus coupables de ces faits.
Alors bon, il devrait avoir le triomphe un peu plus modeste, mais la modestie ne fait pas partie de la panoplie dont M. Trump a bénéficié quand il était gamin, et il a grandi sans avoir jamais connu l'adresse de la modestie. C'est quand même assez curieux le rapport du juge Mueller, parce que on prend les proches de Donald Trump pour cette affaire et on dit le monsieur n'aurait eu peut-être connaissance de rien de cela, il n'est pas directement concerné. Alors que c'est à qui profite le crime ici. On n'a pas lu le rapport et on ne sait pas quels sont les faits précis qui, par recoupement, pourraient permettre d'aboutir à ces conclusions. Oui. Mais on ne peut pas nous dire que quelqu'un comme M. Manafort, quelqu'un comme Michael Cohen, l'avocat personnel de M. Trump, vont aller se commettre dans de telles vilainies qui constituent une trahison grave pour les États-Unis, quand on sait dans quoi on met le doigt, hein. Sans que M. Trump soit ni informé ni intéressé. C'est pour qu'il gagne les élections qu'on a organisé ces entreprises de sabotage pour permettre à son parti et à sa personne de devenir président, quand même. C'est bien de ça qu'il s'agit. Vous l'aviez dit, à qui profite le crime? À Donald Trump. Bien sûr. Mais il n'est pas démontré suffisamment qu'il en fut commanditaire. C'est bien la seule chose, c'est la limite de l'enquête de M. Mueller. Et les démocrates ont demandé que l'intégralité du rapport soit rendue publique. Donald Trump a dit qu'il n'est pas du tout inquiété par cela. Oui, probablement parce que il se dit, mais vous voyez, c'est quand même assez cynique. Moi, j'ai sauvé ma personne. Je me fiche de ce qui peut arriver à mes collaborateurs. Tant pis pour eux s'ils se font prendre. Un avocat est allé jusqu'à payer de sa personne pour sauver la réputation de M. Trump, pour permettre qu'il devienne président, quand même. Hein. Mais il dit quoi de cet avocat? C'est une personne faible. Vous voyez? Donc, bon. On a quand même un peu l'habitude de ce genre d'affaires aux États-Unis, peut-être à l'inverse du Watergate, des affaires qu'on gonfle autant et qui finissent par se dégonfler comme des ballons de baudruche. Non, il ne s'agit pas de gonfler. Vous savez, aux États-Unis, on a un rapport à la vérité et à la vertu qui n'a pas son pareil ailleurs dans le monde. Vous voyez, un pays qui a pour devise « In God we trust », et qui marque cela sur tous les billets de banque, où vous avez des églises, des temples à tous les coins de rue, littéralement, est un pays qui est, dont, on va dire, la structure morale est irriguée par des valeurs puissamment chrétiennes et qui ne tolèrent pas. Et surtout, attention, parce que ce sont des protestants. Le protestantisme est très peu tolérant pour certaines déviations morales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce genre d'engouement pour ces affaires. Parce qu'on aimerait quasiment que celui qui est à la Maison Blanche fût un saint. Bon, malheureusement, il l'est rarement. Voilà. Et on y met aussi parfois des voyous. S'ils arrivent à se faire élire. C'est le jeu démocratique, après tout. Il est élu, point final. Et pendant 4 ans, on doit le laisser gouverner. Mais, malheureusement, aux États-Unis, il y a aussi des contre-pouvoirs très forts. Et la presse en est un. Qui revendique la totalité de ses prérogatives. Et les exerce avec une grande agressivité et beaucoup de professionnalisme, finalement. Donc, oui, le harcèlement par la presse aux États-Unis est une religion, quasiment. Hein? Alors là, bye-bye l'impeachment. Oui, c'est mécaniquement impossible, compte tenu de la configuration du Congrès. Donc, bon, oui, c'est parce que M. Trump a ces certitudes-là qu'il est aussi goguenard. Vous voyez? Alors maintenant, entre cette affaire-là et, par exemple, l'affaire Levinsky, qui a été à l'époque l'affaire du siècle. Vous voyez, comme quoi ce n'est pas uniquement à Trump qu'on en veut. Maître Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est avec plaisir. On va marquer la pause et on revient après pour Regard croisé.